Et ce soir, place au dîner de fête, au dîner de réveillon, avec une chose importante à ne pas rater, c'est évidemment l'apéritif. C'est un sujet que nous avons préparé en partenariat avec le site doctissimo.fr. Jean-Michel Cohen, vous êtes notre médecin nutritionniste. On a l'habitude des petits fours, des cacahuètes, mais il y a d'autres choses, des idées plus savoureuses, plus originales peut-être. Oui, alors justement, en fait, il faut dire que l'apéritif, il est souvent maltraité parce que les gens équilibrent très bien les repas. Ça veut dire que, au travers de tous les conseils qu'on a donnés depuis une quinzaine de jours, tout le monde sait qu'on va associer des huîtres avec le chapon et pas le foie gras avec des choses grasses. On choisit, voilà. Voilà, on choisit. Mais en même temps, l'apéritif, il est souvent traité comme une espèce d'annexe et on va mettre sur la table tout un tas de choses qui, en général, plombent en réalité le repas. Alors qu'en fait, l'apéritif en lui-même, c'est un temps important. D'abord, ça dure longtemps. Quand les gens arrivent ou quand vous mettez à table, vous passez un long moment à boire un verre, à manger les petites choses que vous mettez sur une table. Ça met dans l'ambiance, en plus. Oui, mais curieusement, on y porte moins attention. Et l'usage fait que, alors il y a traditionnellement cacahuètes, amandes et chips, et encore, on les délaisse à cet instant de fête, mais en général, ils vont être remplacés par les canapés, soit ceux qu'on a achetés dans les traiteurs de supermarché ou les traiteurs plus raffinés, et les canapés qu'on prépare soi-même. L'inconvénient de ces produits, c'est que la plupart du temps, sans vous en rendre compte, pour rendre moelleux le canapé, vous allez toujours utiliser des produits gras. Ça veut dire que vous allez effectivement, si vous écoutez les conseils diététiques, mettre une rondelle de tomate sur un canapé pour humidifier le pain, mais en réalité, vous allez toujours mettre des produits gras. Et les petites gougères, les petits canapés tartinés avec le pâté, avec le tarama, avec le foie gras, etc. En réalité, vous n'arriverez jamais à vous rendre compte de ce que vous consommez réellement. Chaque petit canapé, grosso modo, il a une valeur entre 60 et 110 calories. Vous en mangez 7-8. Vous avez fait l'équivalent d'un repas normal pendant l'année et vous allez vous mettre à table. Donc 110 calories, mais bien sûr, entre 60 et 110 calories. C'est même pas le pain qui compte. Le pain, il nous gêne dans les canapés. Pourquoi ? Parce qu'il rend le repas un peu moins digeste, dans la mesure où, vous savez, sans parler de la mode du sans gluten, dans la mesure où le pain ralentit un tout petit peu la digestion. Donc, ces canapés, on peut les éviter. Et les gens qui sont si friands de cuisine à l'heure actuelle oublient régulièrement les nouveautés qu'on a mis à l'ordre du jour, qui sont les verrines, tout le monde les connaît, qui se préparent à des préparations avec des légumineuses, autres que des crudités pourries, quoi, genre les bâtonnets de carottes qu'on met sur la table avec le fromage blanc, on en a marre de pour se donner bonne conscience en plus. Alors parce que généralement, on se précipite tout sur les chips. Voilà, on met des petites purées de végétaux qu'on va assaisonner avec de la coriandre ou du cumin. On oublie régulièrement que les petits cure-dents servent également de brochette. On peut planter dessus une crevette avec un bout d'œuf dur, avec une rondelle de cœur de palmier. Et puis, depuis quelque temps, on arrive à trouver dans les supermarchés aussi des ustensiles qui sont pratiques pour l'apéritif, c'est-à-dire les cuillères. Et les cuillères, on va les farcir avec des préparations beaucoup plus intéressantes. Il y a même des livres de recettes entiers consacrés à et ces cuillères. Vous faites en plus un gain de temps. Ça veut dire que vous faites une préparation avant le repas. Là, on est le 31. Vous avez le temps toute l'après-midi de faire une préparation dans un saladier, puis de la répartir dans les cuillères. Et vous évitez non seulement le pain, mais vous allez soigner les choses. Vous aurez beaucoup plus de goût, beaucoup plus de saveur. Donc, on privilégie verrine et cuillère plus que les canapés, les traditionnels chips, amandes ou noix de cajou, si j'ai bien compris. Voilà, les petites brochettes, les verrines, les cuillères. Et également dans les verrines, vous savez, ces petits bols, sans avoir de turbine comme les cuisiniers, on peut mettre des petits assaisonnements, des petites soupes de concombre, des petites soupes de potiron. On peut même mettre une touche de crème fraîche, voire un petit cube de foie gras à l'intérieur. Et ça va être beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup moins calorique et ça prépare réellement au repas. C'est pas évident à faire, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir chez les professionnels des choses extrêmement jolies dans ces petites verrines avec plusieurs couleurs qui se superposent. Réaliser ça tout seul à la maison, moi j'ai déjà essayé, c'était un petit peu raté, je dois dire. Isabelle. Comme on est dans une période où on n'arrête pas, en fait, on passe à table tout le temps. Il y a les Noëls des uns, les Noëls des autres, là maintenant c'est la nouvelle année. Est-ce qu'on pourrait pas faire l'impasse sur l'apéritif et proposer justement un apéritif qui serait l'entrée? Isabelle, non, mais non, c'est vachement mieux. Comme ça, après, on passe à table. On a déjà fait nos 700 calories donc pour l'apéritif. On passe à table que pour le plat. C'est une possibilité. Ce que vous voulez dire, c'est que vous faites un apéritif rallongé. Exactement. Non, vous le zappez pas. C'est-à-dire que vous faites de l'apéro une espèce de cocktail prédinatoire. C'est un cocktail d'entrée et vous passez à table après. C'est tout à fait possible à faire. Je reviens sur ce que vous disiez, Thomas. Contrairement à ce qu'on pense, les gens ont l'imagination que les cuisiniers sont meilleurs que nous-mêmes. Alors c'est vrai qu'ils ont des recettes beaucoup plus raffinées, mais nous on a aussi des idées à nous qui sont dépendantes de nos goûts. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de manger de la cuisine comme celle du cuisinier du coin. Vous pouvez avoir envie de mélanger, des tomates avec de la sardine, alors que c'est peut-être pas si académique que ça. Donc c'est possible. L'histoire du cocktail dînatoire, j'insiste beaucoup sur cette notion de temps. Un repas, ça se gère deux fois. Ça se gère avec les ingrédients qu'on met dans le repas et une deuxième fois avec le temps pendant lequel on va distribuer chaque zone des aliments. Tous les traiteurs le savent. Ça veut dire que, par exemple, quand vous assistez à une réception, ils savent très bien que le temps du cocktail
va durer un certain nombre de minutes ou de demi-heures, et ils savent très bien que le temps du plat va durer également un certain nombre de temps. Donc il faut réfléchir à l'organisation de ce que vous allez faire et rééquilibrer. Et les professionnels calculent même le nombre de petits fours qui va être consommé, le nombre de canapés que chaque invité va consommer. Il y a des règles. Grosso modo, c'est quoi? Alors, 5 par personne? Si vous faites un cocktail dînatoire, vous pouvez aller jusqu'à 11 pièces. Ah oui, ça veut quand dire même. 11 pièces qui seront faites en tout, oui, qui seront faites de verrines, de petits pots, de cuillères, etc. Mais ça, c'est si on mange pas après, voilà, on est ça d'accord. c'est si vous mangez juste un plat principal derrière. Si vous faites un repas qui est précédé d'un apéritif avec le hors-d'œuvre, le plat et le dessert, alors à ce moment-là, il faut prévoir 4 pièces. Et c'est à vous d'être astucieux. 4 pièces maxi. 4 pièces maximum. Et c'est à vous d'être astucieux dans la façon que vous allez avoir de les présenter et dans l'intervalle de temps, en même temps, savoir ce que vous allez boire. Et très souvent, quand les gens se mettent à table, en réalité, ils ont fait durer tellement longtemps l'apéritif qu'ils sont semi-alcoolisés et puis on a plus faim surtout. Et c'est ce qui plombe le repas. Ça, il faut savoir siffler la fin de l'apéro, parce que souvent ça s'éternise. Alors, et il y a donc, une règle. C'est quoi la règle alors? Il faut éliminer les alcools forts. À cette période de l'année, il faut éliminer les alcools forts. Ça veut dire que les vins de tradition, comme les vins de champagne, les vins mousseux, je trouve qu'ils sont de mieux en mieux, les vins blancs bien frais, etc. Ça fait des long drinks en quelque sorte. Alors que quand les gens se mettent à l'apéritif à consommer tout de suite les whisky, les vodkas, etc., c'est régulier. Je vous rappelle d'ailleurs la tradition. Qu'est-ce que c'était le trou normand? À quoi il servait le trou normand? En fait, c'était un alcool dans lequel on mettait un cube de glace ou un sorbet et qu'on buvait extrêmement froid. Pourquoi ils utilisaient ça? C'était pas simplement parce qu'ils aimaient boire de l'alcool, c'était parce que l'alcool accélérait le système digestif, il accélérait le transit et en même temps, le sorbet, par l'intermédiaire du froid, cette combinaison alcool et froid permettait d'accélérer le transit. Donc ça faisait une pause dans le repas, mais en même temps, ça accélérait le transit. Donc ça permettait de vidanger l'estomac et de commencer à vidanger l'intestin. Mais c'était une stratégie. Et pour pouvoir repartir de plus belle et pour continuer à manger un peu. Je vous vois venir. Bonne soirée, Thomas. Alors Sabrina Philippe lève la main. Sabrina. Oui, mais je voulais savoir finalement combien de temps optimalement pour un apéritif finalement avec ces petits fours. Combien de temps il faut, quel temps à pas dépasser finalement pour qu'on ait plus faim et qu'on soit. Vous savez, être un bon cuisinier, c'est justement ça. C'est justement ménager tout ça. Ça peut sembler complexe quand on en parle. En réalité, vous savez quand commence la soirée et vous espérez quand elle va se finir. Et si vous commencez votre soirée, le soir du réveillon, elle commence rarement à 7h30 du soir. Les gens arrivent entre 8h et 9h. Le temps de l'apéritif, c'est 3/4 d'heure. Ça veut dire qu'il faut passer à table vers 9h30 maximum. Et à partir de 9h30, vous avez le temps et de vous préparer aux 12 coups de minuit et en même temps de distribuer les plats facilement et éventuellement de finir votre verre de champagne à table. Et en plus, beaucoup de gens ont l'habitude de dîner beaucoup plus tôt, aux alentours de 19h, 19h30, 20h. Et là, les soirs de fête, quand on doit veiller jusqu'à 22h, on change aussi ses habitudes finalement. Oui, non, mais on va les changer, mais en même temps, c'est un espace de temps qui est consacré. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un débridage, c'est une sanctuarisation de l'espace-temps. Le 31 soir est consacré depuis des millénaires à la nourriture, au partage. Et d'ailleurs, une petite pensée pour ceux, et je sais que dans plein de mairies, on organise des repas pour des gens qui n'ont pas d'entourage. Et j'ai une petite pensée pour eux. C'est un temps de consécration. Donc, la consécration, c'est le partage entre amis, c'est l'attente de la nouvelle année qui signifie le symbole de la vie en même temps. Vous avez raison de le souligner, on pense évidemment à toutes les personnes les plus démunies qui n'auront peut-être pas la possibilité de profiter de toutes ces bonnes choses ce soir, mais elles ne sont pas seules. Déjà, non, on est avec vous chaque jour sur Europe 1. Et puis évidemment, il y a plein de lieux, plein d'organisations qui vous permettent aussi de profiter au maximum de ces fêtes. Isabelle Quenin, comment ça se passe chez vous? Alors, justement, c'est la question que je voulais poser à Sabrina. Pourquoi est-ce qu'on se met tous la pression comme ça? On a l'impression qu'un réveillon raté, on joue notre qualification. On a l'impression qu'il faut surtout pas manquer. Il faut surtout qu'il y ait. Alors, c'est vrai on prévoit en surabondance. Bon, heureusement qu'il y a des choses qui peuvent. On mange trop. On mange trop, heureusement, mais il y a des restes. On pourrait faire des doggy bags pour les invités qui partent attaquer 2016 avec déjà un petit panier repas. Mais pourquoi est-ce qu'on se met cette pression, Sabrina? On a l'impression que les maîtresses de maison, elles vivent pas là. Quand elles organisent, heureusement qu'il y a des rotations, mais quand ça tombe sur nous, c'est l'enjeu, c'est la soirée de l'année. Parce que pour toutes ces grandes fêtes, on a toujours une image idéalisée de la façon dont ça devrait se passer. Et ça, c'est valable pour toutes les fêtes un petit peu symboliques, si vous voulez. Et souvent, d'ailleurs, ça se passe rarement, ça se passe bien, mais ça se passe rarement comme on l'a imaginé. Il y a toujours des petits bémols parce qu'on est d'un côté dans une projection très fantasmatique, et puis de l'autre côté dans une réalité qui fait qu'en effet la dinde est trop cuite, les marrons ont cramé, non mais c'est des réalités si vous voulez où les personnes ne s'entendent pas
si optimalement que ça. Mais c'est vrai qu'on a tous dans la tête, toujours pour Noël, pour le jour de l'an, mais aussi pour la Saint-Valentin, mais aussi pour toutes pour tous les grands événements, cette façon d'imaginer que ça va être magnifique. Mais c'est une certaine façon de moyenner. Ça veut dire, j'entends par là qu'il y a un effet d'entraînement. L'effet d'entraînement, il commence déjà dans les magasins au début, dès que vous voyez les vitrines changer et que vous voyez des mets apparaître qui sont pas des mets usuels. Et cet effet d'entraînement, il va se poursuivre dans le sens où tout votre environnement, il va se construire autour de la célébration de la fête. Et si vous célébrez pas la fête, alors vous vous sentez quasiment rejeté. Ça veut dire que vous êtes hors du cercle commun et donc l'effet moyenne disparaît. Donc cet effet d'entraînement, il stimule les gens à acheter. D'abord, la stimulation alimentaire, elle provient souvent de la visualisation. Ça veut dire que vous allez penser à acheter un aliment parce que vous allez le voir en vitrine. Et ça, on le connaît bien dans le marketing alimentaire. Et la deuxième chose, c'est quand vous voyez l'entourage qui vous pose systématiquement la question. D'ailleurs, tout le monde l'a posé ce 31 au matin. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Et là, si vous dites ce soir, je regarde la télé ou j'écoute Europe 1, là, vous avez l'impression d'être juste un malheureux. Alors qu'en fait, bon, cette célébration, elle doit se faire si vous en avez envie et s'il y a des disponibilités. Et donc, si vous le faites ce soir, si vous avez la chance, on le répète, de participer à ce genre de réveillon. On a compris ce matin avec le docteur Jean-Michel Cohen qu'il fallait faire très attention à ce qu'on sert à l'apéritif, donc ne pas trop servir et privilégier tout ce qui est donc verrine, mini brochette, les petits tartares aussi, ça marche bien, les cuillères. Petits tartares. Passez-moi des chips là, s'il vous plaît, Thomas. C'est ça. En tout cas, toutes les infos sont à retrouver sur le site doctissimo.fr. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour la suite de ce grand direct de la santé. On vous souhaite donc d'avance un bon réveillon si vous avez la chance et la possibilité de le faire ce soir. Et d'autres sujets arrivent dans un instant consacrés à ces célébrations de la fin de l'année avec notre psychologue Sabrina Philippe. On va s'intéresser à toutes les bonnes résolutions que vous allez peut-être prendre ce soir. Certaines quand vous serez un petit peu trop alcoolisé, et c'est peut-être pour ça qu'on pourrait pas les tenir par la suite. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à tenir nos bonnes résolutions? C'est à suivre sur Europe 1 dans le grand direct de la santé. À tout de suite.